Très bien, merci Frédéric. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je remplace au pied levé Hélène Pichot qui devait présenter ses chiffres de l'obésité de l'enfant, qui est en déplacement en métropole, et donc je la remplace. Alors, cette slide pour rappeler que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Quelques diapos pour présenter le décor. Un petit rappel. Pour rappeler que les protéines donnent le sentiment de satiété, que les lipides, eux, sont là pour la palatabilité, et que les sucres, eux, appellent les sucres avec deux phénomènes. D'une part, l'insulinosécrétion, la glycémie monte, le pancréas est stimulé, sécrète de l'insuline qui fait baisser secondairement la glycémie, qui donne cette sensation de faim, et on y retourne. Et d'autre part, le circuit de la récompense, qui va créer un besoin en sucre, et notamment chez les adolescents qui ont le cerveau particulièrement fragile. Alors pendant longtemps, on a pensé que ce tissu adipeux, c'était un tissu inerte. On en sait beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis de déclarer que l'obésité était une maladie. On le doit à l'OMS et c'est tout récent puisque ça date de 1997. Donc une jeune maladie. Tellement jeune, trop jeune pour la Calédonie parce que en Calédonie, les priorités de santé publique ont été fixées par le Congrès en 1994. Elles n'ont pas été revues depuis. Et l'obésité, sans surprise, n'en fait pas partie puisque ce n'était pas une maladie à l'époque. Donc tout reste à faire. Alors peut-on apporter une réponse médicale à un problème de société? On va en débattre. Vous rappelez que l'obésité, c'est une maladie complexe. Vous connaissez tous ce schéma, mais qu'on connaît les causes. Au départ, on est avec du matériel génétique qui est là pour nous permettre de stocker. Notre génétique, elle nous permet de stocker, mais pas tellement d'éliminer. C'est toute la problématique de l'obésité. Et puis, pendant très longtemps, on a eu une vision un peu simple, peut-être même simpliste, avec la fameuse balance énergétique, où d'un côté, on avait les apports avec l'alimentation, en l'occurrence la malbouffe, et de l'autre côté, l'activité physique, la sédentarité ou l'inactivité physique. Et puis, on s'est rendu compte que le stress faisait grossir, on s'est rendu compte que la génétique n'était pas toujours la même, et qu'avec un matériel génétique, la lecture du code pouvait être différent et le phénotype est important, et ça se fait sous l'égide de l'épigénétique, une science nouvelle. Le microbiote avec l'axe cerveau-intestin est entré en ligne de compte, les additifs de l'alimentation, le sommeil bien entendu, surtout quand on parle de l'obésité de l'enfant, et puis les perturbateurs endocriniens qui sont encore très présents dans notre environnement. Alors le tissu adipeux n'est pas inerte, on l'a dit, mais pire, il s'auto-entretient avec des cascades hormonales sophistiquées. Toujours dans cette phase de rappel, l'obésité maternelle est le facteur le plus prédictif d'obésité de l'enfant. Il est associé à une levée de toute inhibition, à la fois vis-à-vis de l'alimentation, mais aussi de l'inquiétude vis-à-vis du poids et de l'inquiétude plus générale vis-à-vis de la santé. C'est particulièrement important de garder ça à l'esprit parce que les données du dernier baromètre santé adulte qui date de 2015, le nouveau est en cours de réalisation, vous le savez, montraient que 54% des adultes souffraient d'obésité abdominale, mais que c'était surtout les femmes qui payaient le tribut puisque 69% d'entre elles souffrent d'obésité abdominale. Donc quand on sait que c'est le premier facteur prédictif d'obésité de l'enfant, on comprend que la situation calédonienne va être compliquée. Alors cette balance énergétique classique, un autre fait, c'est que le sucre est toujours un bien de première nécessité, donc taxe zéro, alors que c'est un pur poison. L'autre poison, bien entendu, ce sont les produits ultra transformés, avec une augmentation fulgurante de leur consommation. On sait que le monde de l'agroalimentaire, c'est un petit monde. 8 à 10 marques se partagent l'ensemble du marché mondial. Le marketing alimentaire, il cible les enfants. Et quand il cible les enfants, vous voyez que 87% des publicités concernent des produits trop gras et trop sucrés. Vous connaissez toute cette étude qui a montré que si on prend comme référence les jus de fruits 100% jus de fruits, la consommation de soda faisait monter le risque de diabète de 50% et que les sodas édulcorés faisaient monter le risque de 130%. Et on pense que c'est la piste de la modification du microbiote qui explique ces chiffres. En métropole, on souligne le problème des cantines. Vous savez que quand on fait les menus des cantines, on se base sur un document qui s'appelle, d'un nom compliqué, le GEM-RCN.
et que si on compare ces recommandations du GMCR et les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, vous voyez que les petits Français et les petits Calédoniens, parce que ce sont les mêmes bases en Calédonie, consomment trop de protéines à tout âge, donc chez les 3 ans, chez les 6 ans et chez les 11 ans dans cette étude. La sédentarité et l'inactivité physique, eh bien entendu, progressent, avec un recul de l'activité physique de 32% aux États-Unis et de 47% en Chine ces 15 dernières années. Les écrans explosent. Vous voyez à droite que les jeux vidéo font augmenter le risque relatif de surpoids et d'obésité de 17%. 2 à 3 heures de télé par jour, c'est 19%. Et quand on passe à 3 à 5 heures par jour, on augmente de 44%. A l'inverse, et sans surprise, l'activité physique fait baisser ce risque relatif d'obésité. Le sport, seulement de 10%. Vous voyez que quand les jeux sont sportifs, c'est-à-dire qu'il y a un aspect plaisir, on augmente considérablement le gain. Donc très certainement que le sport, avec son aspect compétition, renforce le stress et contrecarre un peu ses bénéfices. Vous voyez que les activités artistiques, où on n'est pas très actif physiquement, font bien baisser ce risque relatif, elles aussi. Alors, nos enfants, ils subissent des pressions, hein, des peurs, un devoir d'obéissance, l'éducation morale, les devoirs du soir, des émotions réprimées, des tabous, une information contrôlée. On leur demande une mémorisation de restitution, on leur impose un savoir descendant, il y a la dualité du jugement, il y a la notion d'erreur sanctionnée, le rythme du groupe à suivre avec une norme. Tout ça, c'est difficile. Les programmes scolaires, n'en parlons pas. Et puis, si on va un petit peu plus loin, une étude toute récente qui a montré, elle aussi, que les édulcorants augmentaient le risque global de cancer, et notamment certains types de cancers, comme le cancer du sein. Au-delà, on sait depuis pas mal de temps, les années 90, que la spermatogénèse est en chute libre. 50% de recul ces 50 dernières années. Et ça, c'est dû aux additifs et aux perturbateurs endocriniens notamment. Alors, avant de présenter ces nouveaux chiffres de l'obésité de l'enfant, quelques mots d'épidémiologie plus globale. Si on s'intéresse à la situation mondiale, eh bien, sans surprise, à gauche, dans les pays développés, on voit qu'elle a beaucoup progressé entre les années 80 et 2013, avec une petite prédominance masculine, 23,8% de surcharge pondérale, contre 22,6% chez les filles. Dans les pays en développement, on a une augmentation importante là aussi, mais les chiffres de base sont moins élevés et malheureusement, le retard est en train de se rattraper. Si on regarde les chiffres plus précis, on voit qu'on est passé de 5 à 50 millions de petites filles obèses dans le monde. Donc les chiffres ont augmenté d'un facteur 10. C'est un peu la même chose, voire un peu pire chez les garçons, passant de 6,1 millions à 74,5 millions. Alors vous vous rappelez qu'il y a deux approches quand on parle d'obésité. Une approche quantitative qui s'intéresse à la corpulence. L'outil utilisé pour le mesurer, c'est le rapport poids sur taille, le fameux indice de masse corporelle, qui varie selon l'âge et le sexe chez l'enfant. Vous voyez sur la droite ces courbes sinusoïdes que vous retrouvez dans le carnet de santé calédonien. Le rose et le bleu ont été abandonnés au profit du orange et du vert, donc attention de ne pas vous tromper. Deux courbes différentes parce que la croissance staturopondérale est différente, avec un rythme différent chez le petit garçon et chez la petite fille. Et puis l'autre approche, c'est l'approche qualitative qui s'intéresse à la répartition des graisses cette fois-ci. Et quand on n'a pas d'impédance-mètre sous la main, on peut tout à fait utiliser le rapport tour de taille sur taille pour mesurer cette obésité abdominale. Monsieur le Président, mes respects du soir. Si on dégrossit un peu la loupe et qu'on s'intéresse à ce qui se passe en métropole, on a cette étude Esteban qui est assez récente, qui montre l'évolution de l'obésité chez l'enfant. Elle a été aussi réalisée chez l'adulte, mais on m'a demandé de chauffer la salle pour Nathalie, donc je n'en parle pas. Une évolution entre 2006 et 2015. Donc vous voyez qu'il y a eu une petite stabilisation de l'obésité de l'enfant qui est plutôt encourageante, même si aux extrêmes, les chiffres ont augmenté. C'est-à-dire que les garçons à gauche sont en état de maigreur de façon un peu plus importante, de la même façon qu'en état d'obésité, passant de 2,6 à 4,1%. Chez les petites filles, c'est un peu pareil, avec une maigreur un peu plus marquée et une obésité un peu moins marquée. On est passé de 4 à 3,8%, donc il y a une petite diminution.
Donc vous voyez qu'en métropole, on a une stabilisation des chiffres ces chiffres sont encourageants. Alors, un petit rappel sur le gradient social, hein, bien entendu, quand on est ouvrier ou quand on grandit dans un milieu ouvrier, d'employé, agriculteur, de profession intermédiaire ou de cadre, le risque d'obésité n'est pas du tout le même. Alors, comment s'y prennent nos politiques pour lisser les coûts? Parce que les coûts de l'obésité sont phénoménaux. Eh bien, quand on est un pays à part entière, on peut tricher un peu en jouant sur les taux d'intérêt, hein. Donc voilà, un exemple de la dette publique française. Quand la dette augmente, eh bien, il suffit de baisser les taux d'intérêt pour que la charge reste la même, c'est-à-dire que la charge de la dette, elle est lissée, voire elle peut même baisser un peu si vraiment on fait baisser les taux d'intérêt. Chose que la Calédonie ne peut pas se permettre, donc on a un autre problème. Si on s'intéresse à l'outre-mer, on a eu une belle étude en 2010, l'étude Podium. Malheureusement, la Calédonie a raté le coche à l'époque et on n'a pas pu la conduire. C'est pour ça qu'on a conduit, nous, une étude indépendante en 2012, dont je vais vous faire quelques rappels. Eh bien, on voit tout à droite les résultats de France métropolitaine et puis les résultats des Outre-mer avec la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Polynésie française avec des résultats qui explosent littéralement. Les Calédoniens, on est juste un petit peu en dessous des Polynésiens. Alors, en Nouvelle-Calédonie, plusieurs études sont menées, notamment par l'Agence sanitaire et sociale. Les baromètres, notamment le baromètre santé adulte, le baromètre santé jeune, le baromètre santé médecin généraliste. Donc les baromètres santé jeunes et adultes sont conduits tous les 5 ans en théorie. Bon, le Covid nous a un petit peu empêché de bien planifier les choses. Et on va bientôt pouvoir refaire le baromètre médecin. Cette étude de 2012 dont je vous parlais à l'instant, elle évaluait à la fois la santé orale et l'état staturo-pondéral des enfants de 6, 9 et 12 ans en Nouvelle-Calédonie, parce que ma collègue qui conduit cette étude est dentiste de formation, Hélène Pichot, qui est aussi sous-directrice, mais surtout, elle dirige 2 programmes de prévention chez nous, celui de la santé bucco-dentaire et celui de la prévention de l'obésité, programme que vous connaissez plus couramment sous le nom de Mange mieux, bouge plus. Alors ça, c'était la photographie des enfants calédoniens en 2012, avec à 12 ans, 4 enfants sur 10 qui souffraient de surcharge pondérale, déjà 30% à 9 ans et 20% à 6 ans. On va voir comment ces chiffres ont évolué. Alors quand on conduit des études en santé publique, on a plusieurs objectifs. D'une part, de collecter des données cohérentes, d'autre part, de développer des outils standardisés pour permettre des comparaisons à la fois dans le temps mais aussi entre pays. Ça permet aussi de surveiller les maladies non transmissibles. Ça permet surtout de déterminer les priorités de santé publique. Donc espérons que nos politiques prennent le coche et passent l'obésité dans les priorités de santé publique. Et puis ça permet également de développer une approche intégrée. Alors ces études, comme toutes les études, elles ont des limites, notamment parce qu'on utilise des ABAC, des normes, et on voit bien sur cette slide de ces résultats de l'étude de 2012 que ces normes OMS sont peut-être pas complètement applicables à nos différentes populations, à nos différentes communautés. Vous voyez, les Polynésiens, les Mélanésiens, les Calédoniens et les Métis ou Asiatiques, vous voyez que les proportions sont tellement différentes et de façon tellement prononcée qu'on se doute bien que nos repères sont pas les mieux, mais c'est tout ce qu'on a comme outil aujourd'hui. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, donc cette étude Épisanté 2019, conduite par Hélène Pichot en collaboration avec l'Université de Clermont-Auvergne, c'est là d'où elle vient. Une petite définition de la santé orale qu'on va passer. Le surpoids et l'obésité, ben, vous le savez, hein, une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui va soit entraîner un facteur de risque, le simple surpoids, soit déjà une maladie, l'obésité. Alors, ce programme Mes dans ma santé est porté par l'Agence sanitaire et sociale en collaboration avec les acteurs locaux, notamment de la santé et de l'éducation, mais aussi de la population. Elle est fondée sur les principes de la promotion de la santé, la charte d'Ottawa, l'OMS. Elle est intégrée au plan de santé calédonien, le fameux DOCAMO, avec une approche intégrée en santé et des facteurs de risque communs, d'où le trait d'union entre santé bucco-dentaire, obésité et diabète. C'est ce qu'on retrouve sur cette slide avec une intégration dans la politique publique, des approches intersectorielles et une approche en termes de facteurs de risque communs. Cette démarche, elle se fait en termes d'amélioration continue. C'est le fameux plan Do Check Act. On évalue la santé orale et l'état staturopondéral. On met en œuvre des programmes. On vérifie avec des enquêtes périodiques et on rédige de nouveaux plans d'action.
Alors cette étude EpiSanté, elle va évaluer l'état de santé orale et staturo-pondéral des enfants de 6, 9 et 12 ans à nouveau en 2019, ce qui va permettre des comparaisons entre 2012 et 2019 et statuer sur l'évolution des choses. La population et la méthode, comme dans chaque étude, vous voyez qu'elle a consisté cette étude d'une part en des examens cliniques, une approche anthropométrique, mais aussi des questionnaires qui, selon l'âge, étaient adressés aux enfants ou à leurs parents, notamment pour les plus petits, les 6-9 ans. Donc des investigateurs ont été formés pour calibrer les choses et puis on est arrivé à des résultats. Donc deux critères pour l'évaluation de l'état staturo-pondéral de ces trois classes d'âge. L'indice de masse corporelle avec la définition qui dit que l'obésité est définie par un IMC qui dépasse 2 déviations standards et le surpoids entre 1 et 2 déviations standards, là où le ratio tour de taille sur taille de l'OMS et définit l'obésité abdominale par un rapport supérieur ou égal à 0,5. Alors la population, c'était 1474 enfants examinés, donc un échantillon représentatif. Vous voyez que le taux de participation a été assez important, 76%. Une petite à droite sous-représentation de la province sud par rapport à la proportion de population de la province sud, à 63% contre 71%. Une petite surreprésentation du nord et des îles. Ça, c'était fait un petit peu exprès pour pouvoir sortir des chiffres qui permettent de statuer sur les choses. Alors, un petit descriptif des enfants de 6 ans avec des caractéristiques. Donc, 368 enfants examinés. Vous voyez à gauche le régime de scolarisation, donc essentiellement des enfants qui mangent à la cantine, d'où l'importance de ce qu'on leur donne à la cantine. Des enfants qui sont dans la colonne bleue, essentiellement scolarisés dans le secteur public, en 3/4, et puis des données en termes d'aide médicale gratuite, d'origine océanienne, de mode de vie en tribu, de niveau d'équipement sanitaire, et bien entendu un manque de dentifrice ou de brosse à dents pour le côté bucco-dentaire. La même chose chez les enfants de 9 ans avec une petite donnée supplémentaire en termes de niveau scolaire. Donc on voit que quelques enfants sont en avance et puis déjà 11% des élèves à cet âge-là ont un petit retard. Même proportion d'enfants demi-pensionnaires, 88%. Même proportion d'enfants scolarisés dans le secteur public, 81%. Enfin, les enfants de 12 ans, 693 enfants, avec une bonne participation là encore. On voit que l'avance scolaire a augmenté un peu, le retard scolaire lui aussi. On voit qu'on a toujours autant d'enfants mangeant à la cantine et scolarisés dans le service public. Alors les résultats, on s'y intéresse d'un peu plus près. Voilà la diapo principale et puis on va rentrer dans le détail par la suite. Donc si on s'intéresse aux enfants de 6 ans, on voit qu'on a 19% de simple surpoids, 11,6% d'obésité et on est déjà à 29% d'obésité abdominale. Si on s'intéresse aux enfants de 9 ans, les chiffres augmentent en termes de surpoids, on passe de 19 à 22%. En termes d'obésité, on a vraiment un gap, passant de 11 à 21%. Les chiffres doublent presque entre 6 et 9 ans. Et puis l'obésité abdominale progresse gentiment à 33%. À l'âge de 12 ans, on a un petit recul du surpoids à 20% contre 22%, un petit recul de l'obésité à 18% contre 21%, et un petit recul de l'obésité abdominale qui est relativement encourageant chez ces petits adolescents. Alors si on s'intéresse aux détails de tout ça, et surtout si on s'intéresse à l'évolution des chiffres entre 2012 et 2019, eh bien on voit en bleu les chiffres de Nouvelle-Calédonie, le chiffre global de la Calédonie, et puis ensuite une approche province par province. Donc on voit que les chiffres ont très légèrement baissé en général. On est passé de 38,9% à 37,6% d'obésité chez les 6-12 ans. On voit que ces chiffres se sont améliorés essentiellement tirés par les chiffres de la province sud en vert, passant de 41% à 38%, là où en province nord, les chiffres ont augmenté un peu, passant de 35% à 38%, et où les chiffres ont explosé en province des îles. Et donc là, on a vraiment du souci à se faire, passant de 25% à 36%, 11% de hausse entre 2012 et 2019. C'est pas étonnant, c'est là où il y avait le plus de retard en termes de mode de vie à l'occidental.
Et donc, ils sont en passe de rattraper leur retard. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que, pardon, je reviens un petit peu en arrière, c'est que les choses étaient très disparates, avec des grandes différences provinciales en 2012, et le peloton s'est vraiment rétréci avec des chiffres très comparables d'une province à l'autre en 2019. C'est ça qui est intéressant. Alors, si on s'intéresse aux différentes classes d'âge, toujours avec ce même principe, en bleu la Nouvelle-Calédonie, en rouge les îles, en jaune le nord et en vert le sud, on voit que chez les 6 ans, eh bien, c'est dans les îles que les chiffres ont littéralement explosé là encore, passant de 24 à 44% chez les 6 ans. Donc là, c'est vraiment fulgurant. Là où le nord est resté très stable et où la province sud a amélioré un peu la corpulence de ces petits, donc tirant un peu vers le bas les chiffres chez les 6 ans. Chez les enfants de 9 ans, donc c'est la colonne du milieu, on voit que chez cette tranche d'âge, eh bien, la situation en bleu général s'est amplifiée avec une augmentation de l'obésité de l'enfant, de la surcharge pondérale en tout cas. De la même façon dans le nord, de façon assez marquée, et très marquée dans la province des îles, avec une toute petite augmentation, là encore, en province sud. Donc cette classe des 9 ans, elle tire vers le haut les chiffres de la surcharge pondérale, du surpoids, de l'obésité en Nouvelle-Calédonie. Et puis, au fond de la slide, la colonne des 12 ans, on voit que les chiffres s'améliorent pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ils baissent assez fortement en province sud, ils augmentent légèrement en province nord, alors ce n'est pas tout à fait significatif, par contre ils augmentent très largement en province des îles. Si on s'intéresse au genre, eh bien on voit que, et c'est encourageant, on voit que les filles ont une surcharge pondérale qui a diminué de 10 points entre 2012 et 2019 et que l'obésité abdominale a même baissé de 16 points chez les filles, ce qui est vraiment très encourageant et très loin de la réalité de l'obésité de l'adulte, alors que les garçons sont restés dans une situation très stable en termes de surcharge pondérale entre ces deux dates. Alors, si on s'intéresse à la perception de la corpulence, cette fois, eh bien, on s'aperçoit qu'en avançant en âge, les enfants sont plus à même de juger de leur état staturopondéral, de leur corpulence, et ils reconnaissent plus, en avançant en âge, qu'ils ont des problèmes de poids. Si on s'intéresse à la consommation, pour terminer, eh bien on voit qu'on a environ 30% d'enfants qui consomment des boissons sucrées pendant les repas, qu'on en a 20% en plus qui en consomment en dehors des repas, que c'est plus marqué chez les 9 ans en province sud, chez les 12 ans en province des îles, et pour les boissons en dehors des repas chez les 12 ans en province des îles, avec malgré tout une baisse de la consommation de boissons sucrées en dehors des repas par rapport à 2012, qui est quand même assez encourageant. Et puis à droite, si on s'intéresse aux aliments sucrés cette fois, donc les aliments sucrés consommés en dehors des repas tous les jours, c'est une petite proportion. Par contre, les aliments sucrés en dehors des repas certains jours, on voit que ça concerne quasiment l'ensemble des enfants. Alors quelques mots sur la prise en charge, maintenant qu'on a vu l'état des lieux. Eh bien, la HAS nous rappelle que l'objectif est l'amélioration de la qualité de vie et la prévention des complications et que pour y arriver, cela nécessite un suivi régulier et prolongé d'au moins 2 ans. Cette prise en charge elle est fondée sur les principes de l'éducation thérapeutique du patient. Elle prend en compte l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité, l'équilibre des rythmes de vie, les aspects psychologiques et socio-économiques, donc une prise en charge globale de l'enfant. Elle implique les parents et ou les adultes responsables de l'enfant et l'adolescent, donc les deux chez les enfants, et puis on va cibler plutôt l'adolescent à l'adolescence. On cherche à obtenir l'adhésion de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi de sa famille. Et enfin, on veille surtout à ne pas culpabiliser, à ne pas blesser, à ne pas stigmatiser. Petit rappel de la HAS. Alors le dépistage, il prend toute son importance. Les signes à repérer, c'est le fameux rebond d'adiposité. Donc on voit le rebond qui se fait normalement vers l'âge de 6 ans. Là, il a lieu à l'âge de 5 ans, sur cette courbe en vert que vous connaissez bien. Donc il s'agit de le repérer. On peut aussi observer une ascension continue de la courbe d'IMC depuis la naissance, ou même un changement rapide de couloir de la courbe d'IMC vers le haut, ou encore un rapport tour de taille sur taille supérieur à 0,5 qui signe un excès de graisse abdominale. D'où l'importance d'utiliser ce carnet de santé de l'enfant et de remplir les courbes de poids, de taille et surtout de corpulence pour enclencher la prise en charge.
Alors pourquoi les Calédoniens s'intéressent peu à l'obésité de leurs enfants? Eh bien, si on regarde le baromètre santé adulte 2015, on s'aperçoit que parmi les adultes obèses, seuls 3,7% se trouvent obèses, alors qu'en réalité, ils sont 37,7%, c'est-à-dire 10 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 10% des obèses qui se savent obèses en Calédonie chez l'adulte. Donc l'obésité, ils ne la repèrent pas, ils ne s'y intéressent pas, donc pourquoi s'occuper de l'obésité de leurs enfants? C'est ce qu'on retrouve là-dessus. On voit que le phénomène s'amplifie. Sur le baromètre santé adulte de 2010, eh bien, les adultes se trouvaient plus trop gros et se trouvent de moins en moins gros. Donc on est passé de l'autre côté du miroir. La normalité, c'est la surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité, et donc les gens ne se sentent pas malades. Alors, on a affaire à une maladie multifactorielle, donc la prise en charge, classiquement, elle doit être, dans l'idéal, multidisciplinaire. Elle doit s'attaquer, bien entendu, aux facteurs de risque modifiables, avec un triple accompagnement, à la fois diététique en termes d'activité physique, mais aussi psychologique, même chez l'enfant. Elle doit se mettre en branle le plus tôt possible. Vous connaissez tous le concept des 1000 premiers jours qui est déjà dépassé. Avec l'épigénétique, on sait aujourd'hui qu'il faut intervenir avant le coït qui va permettre la fécondation, donc idéalement avant la conception. Hein. C'est les lois de l'épigénétique. Et on va s'intéresser bien entendu aux hommes, mais encore plus aux femmes et aux femmes en âge de procréer. Alors vous savez aussi, vous avez vu arriver ces nouvelles recommandations pour la diversification du petit enfant. Elles sont sorties en septembre dernier. Il y en a toute une série, j'en ai retiré 3 principales pour moi. La possibilité d'introduire tous les groupes d'aliments, y compris les aliments réputés allergènes, dès le début de la diversification, entre 4 et 6 mois. Elle recommande d'introduire les produits sucrés à l'âge le plus tardif possible et de manière aussi limitée que possible. Et enfin, d'être attentif à l'environnement du repas en évitant notamment le poison que sont les écrans. Un petit rappel sur l'assiette santé idéale. Ça, c'est la plus simple. Il y a des tas de modèles, mais voilà, celui-là, il est facile à décrire à une petite famille. Il s'agit de partir de produits bruts et puis, pourquoi pas, de produits à index glycémique bas qui sont les plus intéressants. Et il s'agit éventuellement de retourner à la cuisine en famille et d'y associer les enfants dès le plus jeune âge. On peut s'aider d'astuces avec des pictogrammes, hein, à la fois le Nutri-Score qui prend de l'ampleur, bien heureusement, des pictogrammes qui montrent qu'un verre de jus d'orange, c'est comme si on consommait 4 oranges. Qui mange 4 oranges à la suite? Personne. Et puis, pour expliquer calories et volume gastrique, ben, on voit que la densité énergétique de l'huile est très différente de celle des fruits et légumes, sans surprise. Alors, l'OMS fait des tas de recommandations. Les dernières qui concernent l'obésité de l'enfant, elles se dispatchent entre ces 6 thèmes, hein, la promotion de la consommation d'aliments sains, la promotion de l'activité physique, des soins pendant la période de préconception et la grossesse, une alimentation et une activité physique du jeune enfant aussi saine que possible, une santé, une nutrition et une activité physique de l'enfant d'âge scolaire, et puis la gestion du poids. Alors, pour ces thèmes, il y a à peu près une dizaine de recommandations en termes de sous-thèmes. Et il y en a une qui était intéressante. Et l'OMS pointe du doigt le monde de la grande distribution et propose de lutter contre les pratiques commerciales décrites comme prédatrices par l'OMS. Prédatrices. Alors, vous savez que les associations citoyennes militent. Certaines militent pour apposer ce sigle sur les boissons sucrées, qu'elles deviennent interdites, en tout cas proscrites chez les enfants de moins de 6 ans, un peu comme on met le petit sigle de la femme enceinte sur les bouteilles d'alcool. D'autres militent pour qu'on affiche sur les boissons sucrées des slogans comme sur les paquets de cigarettes. D'autres, enfin, militent pour qu'on sigle de la même façon les boîtes d'emballage des hamburgers, des fast-foods. Alors, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Vous savez qu'on a un indice ORAC qui permet de le mesurer. Et puis, on a cet outil qui permet de voir que si je mange 100 grammes de clous de girofle, je vais avoir une inflammation dans les chaussettes. C'est pas facile de manger 100 grammes de clous de girofle.
Il faut s'intéresser aussi au rythme circadien de l'enfant. C'est des choses qui sont étudiées de plus près aujourd'hui, donc c'est des choses sur lesquelles on peut agir et en tout cas on doit interroger sur le rythme des enfants. Alors l'industrie agroalimentaire, on la pointe souvent du doigt, elle a un rôle à jouer, un rôle important de promotion de régime alimentaire sain. Elle pourrait réduire la teneur en graisse, en sucre, en sel et en additifs des aliments préparés, elle gagnerait autant d'argent. Elle pourrait proposer à tous ses consommateurs des produits sains et nutritifs à des prix abordables, elle continuerait à gagner de l'argent et elle pourrait pratiquer un marketing responsable tout en continuant à gagner de l'argent. Alors l'activité physique, elle devrait être quotidienne, bien entendu. Le sport, c'est la santé, vous le savez. Ce qui est plus difficile, c'est l'approche psychologique de l'enfant. Et donc l'idéal, c'est de passer de l'enfant adapté à l'enfant réalisé, passer des peurs à la confiance, en n'allant pas forcément jusqu'à l'éducation positive qui a ses dérives et ses travers, l'enfant roi, mais un peu plus d'expression de soi, de créativité, un savoir qui va permettre l'expérience, d'être non jugeant, de respecter le rythme individuel de l'enfant, les libertés d'apprentissage, de laisser l'initiative, d'écouter, d'avoir des relations gagnant-gagnant, de les laisser exprimer leurs sentiments, leurs besoins, de rendre les devoirs non imposés, de les laisser exprimer leurs émotions, une certaine liberté de parole et une information organique plurielle. Alors ça se passe par un travail auprès des enfants sur les émotions. Vous savez qu'il y a des pays, le Canada, les pays nordiques, qui sont très en avance sur nous, sur la métropole, mais encore plus sur la Calédonie. Donc voilà, le travail sur les émotions avec la colère, la honte, la joie, la peur, le dégoût ou la tristesse. Une communication non violente, vous savez qu'il y a des tas d'associations qui sont prêtes à vous former à cette communication non violente en fonction du temps que vous auriez à y consacrer. Différents programmes sont sur pied. Il s'agit aussi chez l'enfant de renforcer les compétences psychosociales, se sentir bien, vivre ensemble, faire son travail scolaire, être en bonne santé, préparer son avenir, être en réussite. Ça passe par ces compétences psychosociales. Une bonne santé et une corpulence adéquate, ça passe par de bonnes nuits de sommeil. Et vous connaissez tous ces croquis qui permettent de déterminer le nombre d'heures de sommeil nécessaires à un enfant en fonction de son âge, de 5 à l'adolescence. Alors, comment on s'y prend pour mettre en action tout ça? Comment, où, avec qui? Il existe toujours des projets pilotes provinciaux. Un projet en province nord avec l'illustration du dossier en haut à gauche, un projet pilote en province des îles, un projet pilote en province sud, des projets qui ont du mal à survivre, notamment parce qu'ils sont liés à des programmes d'éducation thérapeutique et qu'aujourd'hui, eh bien, l'éducation thérapeutique est le parent pauvre de la médecine et il n'y a plus de budget pour l'assurer. Donc ils ont tous du mal à poursuivre leurs actions. Pour autant, on n'est pas complètement désarmé. Vous pouvez prendre en charge les situations les plus simples en cabinet de soins privé avec la mallette d'appui du programme de prévention de la surcharge pondérale dans le BioPush Plus, ces kits que vous connaissez. Je vous en ai remis au fond de la salle pour ceux qui les auraient oubliés. Quand on n'y arrive pas tout seul, on travaille en collectif, en multidisciplinaire, et donc on prend la tâche de sa diététicienne, de son diététicien préféré, de psychologue, d'éducateur sportif, ou de ces nouveaux métiers de la forme, les professeurs d'activité physique adaptée, avec un soutien financier par les mutuelles. Alors malheureusement, en Calédonie, les mutuelles ne sont pas encore obligatoires. Et puis au-delà, on peut compter sur l'agence sanitaire qui va soutenir chacun des dispensaires, des 30 dispensaires de la Calédonie pour envoyer des diététiciennes là où les provinces n'en ont pas et proposer une prise en charge multidisciplinaire qui permet un niveau de gratuité aux familles les plus déshéritées du fait de ce gradient social de la maladie. Et puis, quand on n'y arrive pas, quand ça se passe mal, eh bien, il reste le recours des services de pointe et notamment du service de pédiatrie du CHT avec le projet Passado qui lui aussi a toutes les peines du monde à survivre. Et très souvent, ces projets pilotes, ils reposent sur l'épaule d'une personne plus que d'une équipe. Et quand cette personne a un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau, eh bien,
les projets périclitent un petit peu. Voilà pour ma part ce que je voulais vous dire sur l'obésité de l'enfant. Merci de votre attention. Donc, je suis le docteur Nathalie Deboucher, je travaille au centre de soins de suite et de réadaptation. Depuis à peu près, maintenant j'ose plus dire, 25 ans en Calédonie, donc un certain temps. Et depuis 2003, initialement au col de la Pirogue, il a été monté une filière de l'obésité. Donc un projet ambitieux qui n'a pas fini de l'être. Donc on m'a demandé d'intervenir, je vous remercie de m'avoir invité ici, sur la prise en charge de l'obésité des adultes en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il y a comme structure, qu'est-ce qu'il y a comme moyen. Alors évidemment, j'ai noté un petit peu tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais pu répertorier au fur et à mesure de ces années. Donc comme vous le savez, il y a vous. Donc vous êtes tous des partenaires importants, sachant qu'il y a à peu près 100 000 adultes qui sont obèses. Je pense que tout le monde peut travailler là-dessus. Donc les médecins de ville, certains sont formés en nutrition, d'autres de toute façon s'intéressent quand même à la nutrition. Des diététiciennes, tout cela, ça a un coût. Évidemment, la prise en charge diététique, comme vous savez, à part pour les patients diabétiques, elle n'est pas prise en charge. Les patients doivent s'offrir leur consultation. Il y a des consultations externes en endocrino, d'obésité au CSSR. C'est moi qui les assume. En fait, les patients ne sont pas forcément hospitalisés comme ils viennent en consultation. Donc ce sont des gens qui peuvent venir consulter au sein du centre. Il y a évidemment le CSOS qui est le centre spécialisé d'obésité et de surpoids qui s'occupe du surpoids et de l'obésité et qui encadre également la chirurgie bariatrique. Là, évidemment, ça a un certain coût aussi pour les patients, puisque je crois que c'est entre 8 000 et 30 000 francs par mois, quelque chose comme ça, selon la brochette que vous avez. Il y a évidemment le centre d'éducation diabétique, puisqu'on a 50% des obèses qui sont diabétiques. C'est quand même des gens qui vont aller au centre d'éducation, où là, il y a un objectif d'éviter les complications du diabète, d'améliorer la qualité de vie, et on est donc dans une prise en charge sous forme de stage, avec une équipe multidisciplinaire qui maintenant exerce depuis un certain nombre d'années. Donc tout ça, ce sont les prises en charge ambulatoires. En tout cas, c'est ce qu'on a pu trouver. Alors ensuite, je descends comment? Je descends comme ça. Voilà. On continue avec les dispensaires. Bon, vous connaissez les problèmes des dispensaires en ce moment, que ce soit dans toute la Calédonie. On a des effectifs médicaux qui sont difficiles, et même des dispensaires dans le sud. Donc en général les patients étaient pris en charge grâce aux diététiciennes de l'agence sanitaire qui pouvaient un peu se promener partout et suivre les patients, ce qui est un atout important. Et lorsqu'on discute au niveau de la province sud sur ces dispensaires, eh bien on a un suivi ambulatoire, diététique et psychologique proposé dans ces CMS, où on va travailler essentiellement sur l'hygiène alimentaire. C'est quand même au niveau de ces CMS, en particulier sur la province sud et les gens qui sont aide médicale sud, une population assez précaire, qui a assez peu conscience, on va dire, et peu de connaissances et peu de motivation même sur la prise en charge. Les médecins sont un petit peu désespérés par moments. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, les familles se nourrissent essentiellement de produits transformés. En gros, on en est là. Et n'ont pas du tout conscience de tout ce que ça peut générer, ou du moins, en tout cas, c'est assez difficile. Bon, ce sont aussi des milieux précaires, des milieux où il y a beaucoup de stress, des milieux où les enfants ne dorment pas, où les adultes ne dorment pas. Enfin bon, c'est des milieux de survie, on va dire. On arrive aux prises en charge hospitalières de l'obésité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a nous. Je pensais qu'à la clinique de l'île Noumanien, il y avait une petite structure pour le diagnostic de l'obésité, mais non, en fait, ils n'ont pas été autorisés. Donc, le CSSR a ouvert cette filière depuis le 1er juin 2015, où il y a une structure avec un service métabolique dont je suis responsable avec ma collègue Geneviève Marie, qui est médecin généraliste là-bas. Donc pour des hospitalisations complètes ou hôpital de jour. C'est un programme avec une équipe multidisciplinaire qui dure 4 semaines.
qui est organisé sur un calendrier à l'année. Pour que les patients viennent là, eh bien, s'ils sont aide médicale sud, on est obligé d'en parler, eh bien, cela est précédé forcément d'un suivi en CMS de 6 mois pour pouvoir éventuellement intégrer un stage au CSSR. En réalité, on a très peu de patients qui arrivent des CMS de la province sud, soit parce que quand je discute avec les médecins des CMS, les patients viennent assez peu aux consultations diététiques, assez peu au suivi, c'est difficile. 30% environ des patients viennent aux consultations. Donc ils aboutissent, je crois que sur 5 ans, j'ai dû avoir 2 patients qui avaient été suivis en CMS, qui avaient fini leurs 6 mois et qui ont pu intégrer le CSSR. Bon, après, c'est les gens aide médicale sud, c'est pas non plus forcément la majorité des patients. Évidemment, les patients qui ont une maladie et qui ont un 100% CAFAD vont pouvoir intégrer une prise en charge complète au CSSR. Et puis les patients qui sont mutuelles CAFAD vont pouvoir avoir une part de leur prise en charge assurée par la mutuelle et un 70% assuré par la CAFAD. Donc moi j'avais envie de vous présenter le programme parce que malgré tout, faut que vous sachiez ce qui est possible et quand vous y arrivez plus, comme disait Dominique, on peut être là pour vous aider. Ça commencera toujours par le biais d'une consultation. Mais parfois, avec certains médecins, que ce soit des médecins spécialistes ou généralistes, eh bien, on peut être, quand on connaît un peu le système, d'emblée, quelqu'un qui va faire une entente préalable et une demande qu'il va nous fournir. Je vais vous expliquer ça. Donc, la filière adulte, c'est forcément une demande de préadmission. C'est un formulaire de demande d'entente préalable qui est envoyé au secrétariat. Soit que vous savez comment ça marche et vous avez déjà cerné votre patient et vous nous l'envoyez. Soit si vous ne savez pas, vous pouvez toujours m'appeler. Soit que vous m'envoyez le patient en consultation si vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc, dans l'ensemble, les patients sont adressés par des médecins extérieurs au CSSR, que ce soit des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des médecins hospitaliers, des chirurgiens, bien sûr, qui nous adressent les patients, des oncologues, des cancérologues. On a vraiment des néphrologues. On a toutes sortes de patients. Ce qui pose parfois problème pour les médecins du système public qui ne comprennent pas les prises en charge et les difficultés qu'on peut avoir dans un centre privé à pouvoir prendre en charge les patients. Par exemple, les néphrologues ne comprennent pas qu'un patient de Médical Sud ne puisse pas intégrer, dans le cadre d'un suivi pré-greffe, le CSSR directement. Donc il faut leur expliquer, leur réexpliquer. Mais ils ont un peu de mal à intégrer les différentes. Pour eux, il ne devrait pas y avoir de différence, et en tout état de cause, ils n'auraient pas tort, entre les patients selon leur couverture sociale. On peut être un peu choqué de ça. Donc ils s'énervent régulièrement. On leur réexplique. Bon, les chiffres, vous les connaissez comme moi. Bon, la Calédonie, il y a environ 100 000 obèses et surpoids. Donc, non, 100 000 obèses. 100 000 obèses, puisque le surpoiß, c'est 2 fois plus. Donc, vous voyez qu'on a de quoi travailler. On n'a pas besoin de se faire concurrence, comme pourrait dire Frédéric tout à l'heure. Non, on ne se fait pas concurrence. Tout le monde a du travail sur l'obèse. Et donc, c'est une vraie catastrophe. Donc, les complications de l'obésité, elles sont parfois dépistées, mais pas toujours. On va dire que nous, notre population, elle a un IMC au-delà de 30, ce qui est la définition de l'obésité et les critères pour lesquels les caisses acceptent que les patients viennent en institution. Chez ces patients-là, on a 50% de diabétiques. Nous, on a calculé nos patients. En gros, c'est ça. La population générale, je crois que c'est 8% toujours, ou un peu plus, je ne sais plus. Voilà, on multiplie par 6 le risque de diabète. On a 50 à 60% de syndrome d'apnée du sommeil, souvent pas diagnostiqué, soit parce que le patient n'a peut-être pas les moyens, soit parce qu'on n'y pense pas. Donc, ce sont des patients qui ont entre 40 et 90 apnées par heure. Hein, déjà, donc quand vous leur demandez de bouger, c'est compliqué. Mais alors, quand ils sont apnéiques, c'est vraiment très compliqué. Mais c'est aussi des patients qui ont des maladies cardiovasculaires et qui envahissent évidemment les services de nos confrères du CSSR, hein, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations des diabétiques. C'est aussi des patients qui ont des maladies infectieuses. Donc le Covid l'a prouvé, hein,
bien vu que nous, on a accueilli à peu près une centaine de patients Covid pendant la période Covid. On n'a pas beaucoup changé notre programme, ils étaient tous obèses, hein, c'était pas compliqué. Hein. Donc on a travaillé avec l'insuffisance respiratoire en plus, mais c'était 95-90% de patients obèses au Medipôle pendant la période Covid. Donc on a des cardiopathies, des cancers. Les gynécologues nous adressent ces patients. L'insuffisance respiratoire, bien sûr. Toutes les pathologies articulaires, gonarthrose, lombarthrose. C'est pas facile de bouger quand au bout de 10 minutes, on a des douleurs dans les genoux. Hein, c'est compliqué. Et là, on va avoir donc des patients qui sont forcément un peu plus lourds en prise en charge hospitalière. On a également, je ne les ai pas marqués, mais les difficultés psychologiques qui vont avec ces pathologies, puisque je l'ai marqué peut-être un peu plus loin. 40% des obèses, ça on avait fait un travail avec Jean-Yves Charlot à l'époque, quand j'étais au col de la Pirogue. On avait remarqué que 40% des obèses avaient un parcours de maltraitance dans leur histoire de vie. Donc c'est assez difficile de bien se traiter quand on a été soi-même maltraité. Ça demande des capacités de résilience que certains ont, mais la plupart, c'est compliqué. Ils vont passer par des régimes drastiques, puis après, ils vont laisser. C'est l'effet yo-yo. Enfin bref, c'est assez compliqué. Le principe de cette prise en charge, et là j'insiste parce que vraiment, parfois, nos patients sont désespérés quand ils sortent parce qu'en fait, on se fixe sur le poids. Le poids est une chose importante, mais ce qui est important, ça va être la perte de masse grasse et la perte du tour de taille avec le gain de masse musculaire. Ça sera vraiment notre objectif. Hein. Principalement, c'est ce qui va permettre de réduire les comorbidités. Alors, les patients sont obsédés par leur perte de poids et on leur apprend au CCSR que finalement, c'est le gras qu'il faut perdre, le muscle qu'il faut prendre et le tour de taille qu'il faut perdre, plus que le poids. En fait, le principe de cette prise en charge, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est important, parce qu'en fait, quand un patient ne perd pas de poids, mais qu'il perd de la masse grasse et du tour de taille, on est dans une prise en charge qui marche. Et là, on va avoir un médecin qui va pouvoir envoyer son patient au chirurgien bariatrique, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors que le patient, il perd doucement, mais il est en train de se transformer. C'est ce qu'on veut. Donc, il est difficile pour les soignants de gérer ces patients-là, parce que la maladie affaiblit la personne et sa volonté. Ça, c'est évident. Hein. Les patients obèses sont des gens fatigués, sont des gens qui ont moins de motivation. Ça nécessite un soutien familial qui n'est pas toujours si évident. Hein. Parfois, ils s'excluent même de la famille pour faire le régime et ça devient très compliqué. Le fait de soigner, ça fatigue aussi. Enfin, vous le savez mieux que moi. Hein. Et ça nécessite une relation soignant-soigné dynamique et empathique. Pas toujours évident quand ça fait 6 mois qu'on explique les choses. Et l'alliance est donc très fragile. Et c'est vraiment une progression au rythme du patient auquel le soignant n'est pas préparé du tout, ni éduqué du tout. Et avec des moments où le patient va être en freinage et le soignant va l'engueuler. Donc ils n'osent même pas revenir en consultation quand ils regrossissent. Hein. Pourtant, je leur dis que je ne vais pas les engueuler, mais ils n'osent pas quand même. C'est intégré. Donc c'est compliqué pour nous tous de suivre ces patients-là. C'est des moments de blocage, des moments de recul, des moments d'avancée. Et c'est un long périple qui doit durer le temps que le patient soit autonome. Donc nos critères d'admission, ici, les patients, comme je vous l'ai dit, viennent soit du domicile, soit d'un service hospitalier. Il y a toujours une demande d'entente préalable. Quoi qu'il arrive, s'il n'y en a pas, le patient ne rentre pas. On accepte les patients au CCSR à partir de l'âge de 16 ans. Il arrive que ces patients-là viennent plutôt pendant les grandes vacances, parce que pour eux, comme c'est un stage de 4 semaines, ça leur permet d'éviter de louper l'école, ça c'est très important, sauf quand ils sont vraiment malades. On nous les adresse à ce moment-là, en dehors de ces périodes-là. Ce sont des pathologies médicales qui doivent être stabilisées, on ne prend pas de gens qui ont une douleur thoracique, qui ont un infarctus, non, on ne fait pas ça. Il doit y avoir de façon impérative, parce qu'on nous a envoyé toute une somme de patients psychiatriques, une absence de troubles psychiatriques évolutifs ou de troubles cognitifs, parce que si on veut éduquer un patient, c'est très compliqué. Hein. S'il n'est pas lui-même en capacité d'apprendre. Et alors à ce moment-là, il faudrait éduquer la famille, mais là, il faudra avoir un membre, vraiment quelqu'un qui soit référent. On a de la préparation nutritionnelle en pré-op et en post-op, ça arrive. C'est des patients qui sont adressés par les chirurgiens.
Et les choix des critères sont en lien avec les recommandations de l'HAS, bien sûr. Donc, 4 semaines d'hospitalisation. Alors, ça a paru très long, mais c'est très court pour transformer son corps, pour éduquer un patient. Donc, sur les critères d'inclusion des patients en hospitalisation complète, on a des gens qui ont un handicap important avec un périmètre de marche qui est de moins de 50 mètres. On a des pathologies avec des fragilités importantes, des diabètes déséquilibrés, des insuffisances respiratoires qui ne sont pas cadrées, des patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil tellement importants. Déjà, tu les vois en consultation, ils s'endorment au bout de 5 minutes, donc c'est pas compliqué. L'éloignement géographique fera aussi partie de ces patients-là. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas d'hôpital, on ne pourra pas prendre ces patients en hôpital de jour. Et toujours de la même façon, des pathologies psychiatriques stabilisées. On nous a envoyé des schizophrènes. Non, c'est pas possible, hein, sauf s'ils sont stables. Hein, ils dorment par terre, ils se réveillent à 10 h du matin. C'est pas possible, quoi. Donc, c'est dommage. Donc, on avait donné quelques consignes au service de psychiatrie, mais c'est des patients qu'on ne peut pas prendre. Ils ne sont pas éducables. Donc, voilà, je vous ai mis un petit peu les différences des critères. Pour l'hôpital de jour, il faut quand même un degré de motivation suffisant. Un patient, on sait qu'il va quand même intégrer. En hospice complète, on est plus dans quelque chose où on accompagne davantage. Et par contre, en fin d'hospice complète, on a des patients qui sont vraiment dans une motivation, mais ils ont besoin de ce soutien au quotidien. On va aussi avoir des gens qui ont des difficultés psychologiques ou des troubles du comportement alimentaire qu'on aura besoin de prendre en hospice complète pour casser un petit peu ce cercle vicieux des troubles vraiment importants du comportement. Donc, on a une prise en charge médicale. Les patients ont un bilan des maladies associées à l'obésité pendant leur séjour au CSSR, en particulier un bilan de carence. En gros, ils ont presque tous des carences en vitamine D, en vitamine B9, parfois en B12. Ils ont parfois des hypoalbuminémies dans à peu près 20% des cas. Et après, on découvre des diabètes, évidemment, on découvre des insuffisances rénales. Donc les patients vont avoir des radios, vont avoir des consultations médicales. Et en particulier, ce qui manque le plus, je dirais, par rapport à la ville, c'est le bilan d'apnée du sommeil. Les patients sont peu diagnostiqués. L'infirmière d'éducation, elle est à temps plein sur son poste et elle a un entretien motivationnel avec le patient, sous la forme classique. Que veut-il, qui est-il, d'où vient-il, etc. Et elle, son rôle, ça va être tout au long du séjour d'accompagner les connaissances et l'observance des traitements. Et si un patient ne veut pas un traitement, elle va nous le transmettre. Ce n'est pas la peine qu'on continue à le convaincre s'il ne veut pas le mettre. Alors on essaiera bien sûr de lui expliquer, mais on n'est pas là pour faire de l'obligation et de la maltraitance. La diététicienne va avoir un gros bilan qui va comporter une évaluation calorique initiale, avec une évaluation qui va être quantitative et énormément qualitative. On va calculer les dépenses énergétiques et les besoins journaliers des patients. Et on fonctionne avec l'impédance-métrie parce que c'est vraiment un outil intéressant, même si ce n'est pas une mesure exacte. On a vraiment une évolution, une transformation des patients qui peut s'objectiver par ce biais-là. Et je n'ai pas marqué le tour de taille, ça c'est bizarre. D'accord. Donc voilà, on a vraiment aussi une approche que je n'ai pas notée sur la consommation d'alcool ou d'autres substances. Et aussi la consommation en eau. Ça paraît idiot, mais c'est important. Les patients sont vus aussi en bilan d'entrée par le kiné, qui va faire un bilan douleur, un bilan des amplitudes articulaires, la chaîne antérieure, de la chaîne postérieure, un bilan de souplesse et de la force musculaire. Et puis, le professeur d'activité physique adaptée, lui, va faire un test de marche de 6 minutes pour évaluer au départ les capacités du patient à son autonomie de marche et puis voir s'il désature à l'effort ou s'il devient hypertachycarde, ce qui nous permettra d'éventuellement rechercher des pathologies respiratoires si on ne l'a pas déjà fait par l'interrogatoire. Il y a également un test de levée de chaise qui est fait à l'entrée et on teste aussi l'équilibre unipodal du patient. Et puis un bilan psychologique qui est également, tous les patients sont vus en psychologie, sauf véritablement s'ils refusent.
ce sont des patients qui ont une évaluation individuelle et éventuellement qui seront revus en fonction de leurs demandes et de la nécessité, puis orientés sur un suivi en externe. Donc c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire qui va permettre aux patients de pouvoir évoluer avec une signature d'un contrat de soins pour valider son engagement. Mais à tout moment, ce patient pourra sortir du centre s'il ne veut plus, évidemment, pour une raison ou pour une autre. En général, c'est très rare que les gens sortent du programme. Hein. C'est une raison majeure, hein, un problème de santé de famille, un deuil ou quelque chose de grave. Dans l'ensemble, ceux qui viennent sont plutôt très motivés. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux patients en pratique? Ben voilà, il y a un certain nombre d'ateliers. Il y a un suivi individuel et un suivi de groupe. Il y a une vingtaine d'ateliers sur 4 semaines. 3 ateliers diététiques théoriques, en gros sur l'équilibre alimentaire, les produits transformés, les produits industriels, et puis aussi comment on va faire quand on va sortir, qu'on ne va pas être à la maison pour manger, pour se nourrir. Hein, parce que ça, c'est quelque chose, je crois, qui concerne un bon nombre de foyers calédoniens d'aller manger à l'extérieur. Des ateliers de cuisine, bien sûr, des ateliers de kiné, en particulier sur le dos et les genoux, hein, comment on va porter, comment on va se baisser. Des ateliers médicaux là, que j'anime autour de tout ce qui concerne les besoins énergétiques, le microbiote auquel on donne beaucoup d'importance et expliquer au patient qu'il a toute une action à faire sur le choix de sa nourriture, c'est très important. Qu'est-ce qui va faire que le patient va réussir à la sortie ou pas? Donc c'est un travail d'équipe, hein. On n'est pas en train de leur donner des recettes, ils participent à l'atelier avec nous. Il y a également un atelier hypnose de découverte de l'hypnose qui est fait pour leur proposer éventuellement des séances s'ils en ont envie après. Un atelier activité physique adaptée qui va concerner comment on va faire de l'activité physique, comment on va s'y prendre. Et puis ça sera sur la suite comment on va faire après CSSR, hein, bien sûr. Et puis au niveau psychologique, un atelier de groupe de parole et estime de soi qui est animé par la psychologue. Vous voyez donc que toute l'équipe, parce que là-dedans vous avez l'infirmière d'éducation, la diététicienne, le kiné, l'APA, la psychologue, le médecin, qui sont là pour participer. Puis il y a un atelier tabac qui est proposé en transversal au CSSR. La prise en charge individuelle, elle est fondée sur un suivi en tête-à-tête avec le patient qui se fait au niveau médical pour l'instauration des traitements, les résultats des bilans, etc. L'infirmière d'éducation, comme je vous l'ai dit, éventuellement travailler aussi sur des techniques de surveillance, sur de l'éducation, sur les AVK, sur le diabète, etc. Au niveau psychologique, bien sûr, au minimum 2 fois dans le séjour et au maximum 4 fois. Et diététique, évidemment, tous les 15 jours, les patients ont des mesures pour leur permettre de voir que leur corps se transforme. Parce que ce qui les désespère, c'est pas de perte de poids. Ils sont capables de monter sur la balance, qui est libre dans le service tous les jours, pour voir s'ils ont perdu, s'ils reprennent. Donc voilà. Donc après, il n'y aura pas de suivi diététique en externe au CSSR. Les suivis sont faits en libéral, si les patients en ont les moyens. Sur la prise en charge de l'activité physique adaptée, il y a des prises en charge individuelles si le patient ne peut pas intégrer le groupe, s'il a trop de handicap en particulier, parce qu'il faut une certaine homogénéité dans ce groupe. Mais vous voyez qu'en groupe, il y a pas mal de choses. Réhabilitation respiratoire en salle, balnéothérapie évidemment au CSSR, activité en piscine, sortie extérieure, on leur montre un petit peu ce qu'ils pourraient faire à l'extérieur, gymnastique douce, et puis des conseils individualisés selon les comorbidités. Le bilan de sortie, ça va être un petit peu le même que celui de départ. Donc chaque partenaire va refaire son bilan. Et le but, c'est vraiment pendant ce stage de 4 semaines de préparer l'après. Donc l'après, ça va être au niveau médical, comment le patient va se gérer au niveau de ses traitements s'il en a des nouveaux, comment il va avoir compris ses traitements, comment il va les prendre. Comment on va pouvoir intégrer un membre de la famille au niveau diététique pour la cuisine, parce que c'est un vrai souci au retour à la maison. On aime bien intégrer les familles aux ateliers, au moins qu'il y ait une personne qui puisse venir en plus du patient, pour pas qu'au retour ça fasse un petit choc quand il arrive avec plein d'idées et que personne n'a changé à la maison. Le
Le suivi médical va être proposé systématiquement aux patients s'ils le souhaitent. S'il ne le souhaite pas, il ne reviendra pas en suivi médical. Et on va vraiment faire un programme, une planification avec les patients de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place à la sortie. Et même pendant les permissions de week-end, pendant le séjour, on va travailler déjà des premiers changements. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait en diététique? Comment tu as dérapé? Comment ça s'est passé? Donc, tout doit être travaillé. On ne travaille pas que les bonnes choses, on travaille les mauvaises aussi. Enfin, si on peut parler comme ça. Donc, le but, c'est véritablement que les gens continuent à manger avec plaisir, qu'ils n'aient pas rien à manger dans leur assiette. Il n'y a pas de régime restrictif, il n'y a pas de régime tout court d'ailleurs. Mais c'est vraiment une modification. Je ne pourrais pas vous faire un cours sur la nutrition là, ici, maintenant, mais on a quelques éléments qui sont importants. C'est la charge glycémique, comme on l'a déjà dit. C'est l'équilibre acido-basique dont on ne parle jamais aux patients sur comment ils vont répartir dans leur assiette les nutriments. C'est évidemment tous les antioxydants, les épices, les tisanes et tout ça. C'est les fibres, parce qu'ils n'en mangent pas, ici en Calédonie, ou très peu, parce que c'est très cher. C'est aussi avoir recours aux plantes qui poussent naturellement dans les jardins et qu'on a oubliées, hein, parce que ça, c'est intéressant. Et donc, il y a vraiment l'équilibre graisseux. C'est pas seulement diminuer les graisses, c'est quelles graisses on va utiliser. Est-ce qu'on utilise des produits transformés qui sont des graisses inflammatoires ou est-ce qu'on utilise des produits plus naturels? Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont travaillées, qui vont pas pouvoir être travaillées toutes pendant le séjour. Et moi, ensuite, quand je les revois, je les fais travailler sur le semainier. Parce que quand ils ont un semainier, ça leur permet mieux de se rendre compte, et moi aussi, de tous ces équilibres-là et comment on peut mettre en place tout ça doucement. Je pense qu'il faut compter une année, sans mentir, pour arriver à changer son alimentation. Vers une alimentation, on va dire, santé et plaisir. Au début, on est plus dans la santé, donc on se prive. Et après, si on se prive trop, on se lâche. On connaît l'histoire. Hein. Donc, moi, j'essaye de vraiment enrichir. Après, on est comme vous, j'imagine, embêtés par les gens qui ne reviennent pas forcément en consultation. Hein. Ils sont libres. Donc on leur dit toujours qu'ils sont libres de revenir, même s'ils ne sont pas revenus une fois, ou de revoir avec leur médecin. Mais voilà, c'est très complexe. On ne peut pas dire qu'au bout de 4 semaines, qu'on ne fasse pas croire, le patient, il a tout compris, c'est tout. Hein. Il a mis en place des premiers changements qui vont vraiment nécessiter qu'on continue après ce soutien. Et on va se laisser facilement une année pour se rendre compte que le patient, en une année, il a peut-être perdu 5, 10 kilos, il s'est transformé, il va mieux, il a une meilleure endurance. Donc, quels sont les paramètres finalement qui vont nous permettre de voir que le patient va mieux? Évidemment que le poids en fait partie, le tour de taille en fait largement plus partie que le poids, l'impédance métrique qu'on va remesurer en consultation en fait partie, la qualité de vie. Hein, alors la première chose qu'ils disent quand je sors, maintenant je peux lasser mes chaussures, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux me relever du sol, je peux marcher, j'ai plus mal aux genoux, voire même on diminue les traitements du diabète, on diminue un certain nombre de médicaments, j'ai un meilleur moral, j'ai plus envie de partager avec ma famille. Donc ça paraît des petites choses, mais se fier qu'au poids, c'est vraiment extrêmement réducteur pour cette prise en charge. Et voire même, ça peut être dangereux pour le patient qui va maigrir et parfois se dénutrir. On a quand même pas mal de patients qui sont malnutris. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas se fixer sur le poids de façon obsessionnelle. Voilà, donc c'est donc l'alliance thérapeutique qui va permettre finalement, en dépit des hauts et des bas des patients, avec un certain nombre de critères, de faire évoluer le patient à son rythme. Et c'est là où on est mauvais, c'est qu'on voudrait qu'il évolue à notre rythme ou au rythme de cette société. Et donc là, on est à tout faux. Déjà, il faut qu'on change, ensuite, il faut qu'on comprenne, il faut répéter. Quand on change son alimentation, on ressent plus la satiété, alors qu'au début, on ne la ressentait pas. Quand on mangeait que des produits transformés, là, d'un seul coup, on la ressent mieux. Tiens, c'est bizarre. On va développer ses connaissances, on va les transmettre. Et ça, c'est des étapes de changement qu'on ne peut pas, malheureusement, assimiler en 4 semaines. Donc tout ça, ça nécessite le relais. Donc je compte beaucoup sur vous.
pour faire le relais. Alors après, moi, je suis tout à fait intéressée par éventuellement communiquer avec ceux qui veulent, ceux qui ont envie de communiquer avec moi. J'ai une adresse mail. Je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. J'avais proposé, entre parenthèses, avant, on en parlera si vous avez des questions, une évaluation de ce programme, mais je n'ai pas eu de succès. C'était une évaluation très compliquée, voyez-vous, ça fait peur, hein. Mais sur 3 ans. Et donc, avec un bilan en hôpital de jour, 2 journées, tous les 6 mois, une consultation tous les 3 mois, et une évaluation des paramètres d'évolution avec peut-être pour certains patients nécessité de revenir à quelques séances d'hôpital de jour pour un petit peu renforcer des choses qui ne sont pas forcément acquises au bout de 4 semaines. Donc, mais ça, j'ai pas eu de succès. Donc on passe. Je vous remercie. Puis après, si vous avez des questions.